Bonjour tout le monde, c'est Alicia et Maëlie et bienvenue sur Cotidose. Aujourd'hui, on a un programme de folie avec des extraits de reportages, de l'histoire, des fake news, de l'histoire de cinéma et bien sûr le meilleur pour la fin, je rigole déjà parce que je sais ce que je t'ai préparé, les pépites du web. Et oui, cette année, on a décidé de dire adieu au journal du vendredi pour laisser place à une nouvelle émission pour être plus proche de vous au quotidien. Et oui, c'est pas pour rien, Cotidose. Allez, on commence avec les extraits de reportage, donc si vous avez manqué quelque chose, pas de panique, on vous résume tout en mode express. J'ai commencé très tôt, à l'âge de 17 ans. J'avais déjà eu une première approche avec l'argile, un premier contact, on va dire. Car lorsque j'étais enfant et adolescent, un de mes meilleurs amis, ses parents étaient centonniers. J'ai grandi du côté de Aubagne, pas loin de Marseille, qui est une autre capitale de la céramique. Et l'été, pour gagner un petit peu d'argent et pour les aider, on estampait le corps des santons. Et c'est là que j'ai eu mon premier contact donc avec l'argile. Premier contact qui m'a très plu. J'ai bien aimé la matière, la souplesse. Et par la suite, j'ai découvert le tour, cette machine qui, grâce à laquelle ça prend encore une autre dimension, où on a l'impression en fait, que la terre prend vie. J'ai quand même eu la chance dans mon parcours de connaître un petit peu tous les domaines d'activité qui étaient liés à la poterie et au tour en particulier. Je réalise les pièces en collaboration avec mon épouse, Sophie. Alors ce qui nous caractérise, ce sont les dessins, on va dire un petit peu naïfs, ludiques. C'est quelque chose qui nous ressemble, en fait. C'est un petit peu de nous qu'on retrouve au travers des pièces. Donc moi, comme vous avez vu précédemment, je m'occupe surtout du façonnage, de la partie donc tournage et création des pièces en elles-mêmes. Et on va dire que moi je fais la poterie et Sophie fait de la poésie dessus. C'est comme ça que je revois, que je vois les choses, que je les ressens et qu'on nous témoigne souvent, je dirais. Au cœur d'une forêt mystérieuse dans la contrée de Flyosque, se dressent des cabanes dans les arbres. On raconte que les cabanes remontent à l'Antiquité, avec l'empereur Caligula, et traversent le temps comme une histoire que l'on se transmet au coin d'un feu. Les visiteurs en quête d'un havre de paix peuvent faire une halte aux cabanes du Varon, un domaine de 7 hectares qui réserve bien des surprises. Il y a 12 ans, ce projet atypique a vu le jour. On avait envie de faire un logement insolite et qui soit une cabane, mais on ne voulait pas une cabane avec 4 murs droits. Voilà, il fallait qu'il y ait un charme et un petit quelque chose, quoi. Un rêve sans électricité, sans eau, mais rassurez-vous, avec des toilettes sèches. Après, c'est greffé donc les tanières là où on est. Les tanières, il a fallu beaucoup réfléchir sur la conception et la façon de la construire, quoi. Parce que c'est quand même des bâtiments semi-enterrés. Construire des tanières, oui, mais dans l'air du temps.
Chinés ou récupérés, les meubles et les objets apportent ce côté rustique propre aux tanières des hobbits. Au début, on a voulu faire un élevage d'ânes, mais en se renseignant, en faisant des recherches, on est tombé sur un site aux États-Unis où justement ils présentaient des ânes miniatures. Oui, ils font des concours, ils ont étudié sur la race, comment réduire la taille. En fait, réduire la taille en prenant un plus petit avec un plus petit de croisé et sur des générations, eh ben on arrive à ça. Voilà. Animaux miniatures, cabanes dans les arbres, tanières de hobbits et quêtes de l'anneau sont autant de raisons qui font des cabanes du Varon une véritable parenthèse enchantée à Flyosque. C'est super intéressant, la poterie, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire par contre. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, j'aime bien. Moi, quand j'étais petite, je faisais de la poterie. Bon, vite fait, mais... Avec la machine Oui, c'était pour un petit tour là pour les enfants. Parce que moi, j'ai assisté du coup à ce reportage et en fait, quand on regarde comme ça, on se dit ça a l'air facile. Il faut juste un peu mouiller la terre, mais pas du tout. En fait, c'est super dur. Ouais, franchement, je pense que c'est vraiment plus compliqué que ça. Et les cabanes dans les bois, est-ce que t'as déjà dormi dans une cabane dans les bois? Non, jamais. Ça a l'air trop bien aussi. Ouais, c'est vrai que ça a l'air vraiment bien. Par contre, j'ai vu que dans le reportage, à un moment donné, vous allez le voir sur Canal D, il y a des marches. Il y a un moment, il y a plus de au moins 40 marches avant d'arriver à la cabane. C'est super long. Bah, c'est bien, ça donne un peu de suspense, hein, du coup. Ouais. Bon, allez. Maintenant, on va partir avec les fake news, du coup. On vous lance le générique. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Bah du coup moi aujourd'hui je vais vous parler des intox qui ont fait le buzz en 2023. Du coup c'est surtout basé sur l'intelligence artificielle, les intox que j'ai sélectionnés. Donc on va commencer du coup avec la première intox. Ça concerne un acteur-chanteur qui se nomme Savon Colucci. Donc en fait il aurait subi plusieurs opérations esthétiques pour ressembler à Jimin des BTS. Des opérations esthétiques, c'est-à-dire qu'il a vraiment fait de la chirurgie esthétique en fait. Oui voilà c'est ça. Et en fait c'était vraiment, il en a fait énormément donc du coup ça a quand même un coût. Ça a coûté combien? Du coup ça a coûté $200 000 pour réaliser toutes ces opérations. Ah ouais quand même c'est énorme parce que rien que faire par exemple le nez ou la bouche, juste le nez ou la bouche c'est super cher déjà. Oui c'est déjà énorme donc on raconte qu'il me semble qu'il en aurait fait presque 16 il me semble donc c'est quand même énorme. C'est énorme. Et tout ça pour ressembler à qui? À Jimin des BTS. Jimin des BTS, alors je sais pas du tout qui c'est. En fait, c'est un membre. En fait, les BTS, c'est la K-pop coréenne et du coup, Jimin, il en fait partie. Ok. Est-ce que t'écoutes un peu Alors, moi, non, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent. Bah, n'hésitez pas à nous dire si vous écoutez ça et si vous êtes prêts aussi à dépenser plus de 200 000 euros ou dollars pour de la chirurgie esthétique. Ouais, c'est vrai que c'est quand même énorme, mais du coup, en fait, on raconte qu'après toutes ces opérations, il serait décédé. Ah ouais, quand même. Mais et du coup, elle est où la fake news en fait? Bah, en fait, la fake news, c'est que Savon Colucci, en fait, il aurait jamais existé, ça aurait été juste le fruit d'une intelligence artificielle. il aurait berné tous les médias du monde entier. Ah ouais, quand même. Les médias sont en fait, les médias ils sont tombés dans le piège quoi. Ah, c'est fou ça. C'est ça, en fait, ça serait vraiment le fruit de l'IA. Ouais. Et du coup, pour la deuxième fake news, en fait, ça se passe pendant la manifestation des retraites. Donc, une photo est postée sur Facebook le 19 mars 2023. Et en fait, c'est une photo où dessus, on y voit un homme âgé ensanglanté avec retenu en fait par les forces de l'ordre. Du coup, ça serait peut-être pour dénoncer, on va dire, des violences policières. Ah ouais. Est-ce que cette photo aussi, elle a été générée par l'IA ou ils se sont inspirés de quelqu'un? Comment c'est passé quoi exactement? Bah oui, du coup là en fait c'est la même chose encore une fois, c'est l'intelligence artificielle et en fait c'est une photo qui aurait été générée grâce à un descriptif. Ouais. Ouais quand même, c'est
c'est du coup, ça peut faire des guerres en fait quand on y pense, parce que le fait de créer des images et de dénoncer quelque chose alors que c'est des images fausses, parce que moi je vois ça, peut-être que demain je vais me dire mais c'est vrai, Oui, c'est pas bien ce qu'ils ont fait à un homme âgé. Oui, c'est ça, en fait, c'est vraiment pour, on va dire, un peu retourner contre les forces de l'ordre. C'est de ce qu'ils ont dit en tout cas, mais du coup, voilà. Mais heureusement, ils s'en sont rendus compte, du coup, grâce à des analyses plus poussées, ils auraient remarqué des défauts au niveau de la mâchoire, etc. Donc, Bah, voilà. ça va. Et ça, c'est des professionnels directement qui arrivent à Voilà. analyser. Ils ont analysé en fait l'authenticité de l'image, ils ont fait des analyses plus poussées, donc voilà. Ok, c'est fou quand même. Hein. Et je sais qu'on vous le répète, on vous le dit souvent, mais je vais encore vous le répéter. Renseignez-vous le plus possible, car il y a beaucoup d'infos mensongères. Allez, maintenant on va partir sur des histoires vraies qui se sont passées en Dracénie, des histoires anciennes notamment, avec Adam dans la rubrique des histoires. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Des Histoires, notre nouvelle chronique historique qui sera essentiellement basée sur Draguignan et ses environs proches, tout en permettant quelques digressions servant à la compréhension du récit. Nous allons progressivement retracer ensemble l'histoire de notre belle ville au travers de monuments, de personnalités ou encore de mythes et légendes. Pour cette première émission, nous allons effectuer un zoom sur un monument millénaire niché au cœur de notre ville. Sans plus de suspense, voici le moment de faire apparaître notre star du jour, le dolmen de la Pierre de la Fée. Retournons un peu dans le passé pour une petite visite au Chalcolithique, afin de comprendre le contexte historique de ces roches. Ce moment de l'histoire représente la période à laquelle l'homme commence à travailler et utiliser les métaux, et est plus communément appelé l'âge du cuivre. La période couverte étant large, représentant plusieurs milliers d'années ainsi qu'ayant des savoirs très inégalement répartis, certaines régions découvrent seulement la fonte du cuivre, alors que d'autres civilisations, elles, travaillent déjà l'or ou le bronze. C'est dans ce contexte que serait bâti notre hôtel, vraisemblablement dans l'optique de rites et rassemblements galliques effectués par nos fameux druides. Malgré l'utilisation des premiers métaux et les premières fontes, nos aïeuls n'avaient pas accès à tout l'outillage et la machinerie que nous avons à notre époque. Alors une question brûle rapidement les lèvres, comment ont-ils fait pour déplacer et ériger un monument de presque 65 tonnes? Après moult théories étudiées, l'une d'entre elles semble se détacher. Rassemblant tout de même plusieurs centaines d'hommes ainsi que plusieurs techniques de construction ancestrales. Lors d'analyse des roches et de la structure du sol, il fut découvert que celles-ci ne venaient pas de la localisation exacte du monument, mais qu'elles avaient été ramées de carrières avoisinantes, déplacement allant de 400 mètres à plus d'1 kilomètre suivant les roches. Rappelons encore une fois les chiffres. Les 5 roches originelles pèsent au total une soixantaine de tonnes, avec un poids de plus de 20 tonnes pour la pierre plateau. Alors comment ont-ils réussi cette prouesse? Il semblerait qu'outre la technique de déplacement traditionnelle avec des rondins, un grand travail de terrassement fut réalisé afin de permettre aux roches d'être déplacées plus aisément. La même technique serait utilisée pour hisser la plus imposante des pierres au-dessus des autres. Cette construction représente un temps de travail titanesque. Il est estimé qu'à l'époque, plus de 300 hommes ont été mis à l'œuvre pour faire voir le jour à ce lieu qui permettait leur culte. Nous avons encore pas mal de choses à dire sur cet édifice, allant du récit du triste jour où il fut amputé de sa 5e pierre jusqu'aux aspects pratiques réels de la structure pour l'époque. Nous verrons également quels sont les peuples les plus susceptibles de l'avoir bâti et le contexte dans lequel il a vu le jour dans le prochain épisode de Des Histoires. Avant de nous quitter, l'histoire n'excluant pas les mythes et légendes, voici le récit des légendes entourant nos intemporelles roches dont le nom vous semblera peut-être plus justifié par la suite. Il était une fois une jolie fée qui aimait à baguenauder dans la campagne. Elle s'appelait Esterelle et pour passer inaperçue, elle se plaisait à se déguiser en bergère. Ainsi travestie, elle s'en allait sous les bosquets d'orangers et de grenadiers en jouant de la mandoline et fredonnant des chansons. La fausse bergère, grâce à sa beauté et peut-être à quelques mélodies magiques, parvint à inspirer une grande passion à un jeune homme du voisinage. Amoureux transi, il finit par lui demander sa main.
La fée consentit à la lui accorder si, de son côté, il acceptait que le mariage soit célébré sur une table formée de 5 pierres dont elle fit une description minutieuse. Le jeune homme reconnut dans la description de sa bien-aimée les pierres qui, 10 siècles plus tôt, avaient dévalé la montagne de Fréjus et s'étaient entassées au bas de la gorge voisine. Réunissant toutes ses forces physiques portées par l'amour, il parvint à dresser les premières pierres, mais fut incapable de déplacer la dernière. Accablé, il crut avoir perdu la main de la bergère. Mais la fée, à qui il n'était pas indifférent, eut pitié de lui. La nuit suivante, elle s'approcha de la pierre récalcitrante et traça autour d'elle un cercle magique. Immédiatement, une immense flamme s'éleva et, en un soupir, la dernière et lourde pierre vint se placer sur les autres. À l'aube, la bergère magicienne surveilla la réaction de son amoureux pour partager sa joie au moment où il découvrit le prodige et pour qu'enfin leur mariage puisse avoir lieu. Mais, au lieu de ça, en voyant la pierre posée, le jeune homme comprend alors qu'il n'est qu'un bien modeste humain et qu'il ne peut pas aimer une fée plus habile que lui. Il se tut donc au-dessus des pierres entassées et est immédiatement pétrifié. Folle de désespoir, la fée se laissa mourir de chagrin. Pour finir sur une note un peu plus douce et joyeuse, voici une seconde légende, plus courte mais toujours empreinte de magie. C'est l'histoire de l'amour de Rosilde, fille du comte Armand et de Wilfrid. Si la jeune fille était noble, le jeune homme n'était qu'un simple page. Devant cet amour mésalliance, le comte Arnaud entra dans une grande colère. Devant la fureur paternelle, tous deux s'enfuirent vers Draguignan. La nuit tombée, ils se couchèrent sur la mousse du sous-bois lorsque s'est déclaré un orage épouvantable. Bien qu'enlacés, les jeunes amants furent trempés et frigorifiés. La fée Esterelle, émue par la détresse du couple, d'un simple geste, construit le dolmen pour les abriter. C'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons dans 2 semaines pour la suite de notre nouvelle émission Des Histoires. Merci Adam pour cette rubrique qui se finit plutôt bien avec une histoire d'amour. Donc ça va hein, quand même, on a vu des fois dans d'autres histoires. Roméo et Juliette, c'était pas ça. Ouais, non, pas du tout, c'était pas la même chose. Roméo et Juliette, guerre de gang, alors que là, ça se finit plutôt bien. Et maintenant, on va partir sur des prochaines histoires avec la rubrique Le 7e Var, présentée par Sylvain. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique, le 7e Var, qui a pour objet la présentation de films de patrimoine dont le récit prend place intégralement ou en partie dans le Var. À travers une analyse succincte de films qui recouvrent différentes époques du cinéma, nous aurons l'occasion de découvrir comment le territoire varois a inspiré les cinéastes depuis des décennies. Paul Sanchez refait surface après plus de 10 ans de cavale. Le meurtrier semble avoir été aperçu à la gare des Arcs sur Argence. À la gendarmerie, personne ne croit à ses affabulations, sauf la jeune cadette Marion. Paul Sanchez? Oui, monsieur. Ben voyons. Et la bête du Gévaudan, elle l'a reconnue quand elle s'est regardée devant la glace? Avec Paul Sanchez est revenu, sorti en 2018, Patricia Mazui investit le territoire varois et pose son récit autour du rocher de Roquebrune. Ce rocher, rouge et majestueux comme elle le décrit en entretien, apparaît comme le lieu du mystère, du fantasme, où le fugitif se cache. Marion, une jeune policière pleine d'entrain, voit en la capture de Paul Sanchez son premier fait de gloire, et son obsession pour le meurtrier prend le dessus sur son quotidien banal. Le récit alterne entre le personnage de Laurent Lafitte et celui de Marion, incarné par Zita Enro. L'errance et les recherches de subsistance du supposé Paul Sanchez sont mises en contraste avec la quête obsessionnelle qu'entreprend Marion pour retrouver le criminel. Au cours du film, les deux personnages se croisent à plusieurs reprises. Par pure contingence d'abord, puis par la suite du point de vue du fugitif, cerné par la gendarmerie. Inévitablement, Marion et le fugitif se rencontreront à l'apogée du récit dans une inversion maligne du compas moral. Le rocher de Roquebrune apparaît dès la première image du film, à l'arrière-plan, comme élément reconnaissable qui, à plusieurs reprises tout au long de la première partie du film, se rappelle au spectateur en se rendant visible dans le cadre. C'est tout naturellement le lieu vers lequel les deux récits, celui de la quête et celui de la fuite, vont se rencontrer. Le rocher, qui regorge de légendes, c'est le lieu où les mythes prennent vie. Paul Sanchez est revenu parlant en ce sens de la façon dont la surexposition médiatique des faits divers produit des mythes auxquels on se rattache.
Selon nos confrères de BFM, informés par le correspondant local de Var Matin à Draguignan, Paul Sanchez a été aperçu hier aux Arcs-sur-Argent. On se souvient que plusieurs témoins avaient déjà signalé sa présence il y a 4 ans aux Arcs et à Roquebrune. Paul Sanchez, qui est toujours activement recherché, avait disparu mystérieusement il y a 10 ans après le massacre sauvage et inexpliqué de sa femme et de ses 4 enfants, dont il avait incendié les corps. Paul Sanchez renvoie au fugitif et suspect d'un quintuple homicide Xavier Dupont de Ligonnès, qui avait lui-même été aperçu pour la dernière fois à Roquebrune-sur-Argence. Mais Patricia Mazui précise en entretien que Sanchez est avant tout une figure de criminel en cavale, dont le patronyme ne renvoie à personne en particulier. C'est l'image d'un homme qui a pété les plombs. Je suis Sanchez. Et tous Sanchez. C'est dans ce contexte que l'identité du personnage interprété par Laurent Lafitte se distille au fur et à mesure du récit. L'ambiguïté demeure en partie à cause des obsessions et des fantasmes que les personnages évoquent eux-mêmes. Seulement des on-dit viennent témoigner de la présence de Sanchez. Mais la réalité est moins attrayante que la fiction. Le personnage qu'il interprète est un homme cynique, à la logorée laide et pleine de provocations. Avec son air mal réveillé, je l'aurais buté aussi si j'avais le fusil. Mais je l'avais pas. La pute de boulangère. Et le tyran des piscines. Je vais l'aligner celui-là, je vais lui faire bouffer. Je vais lui faire payer tout le mal qu'il y a en lui. Marion, victime de son obsession, participe elle aussi à faire perdurer le mythe du meurtrier en cavale. À tel point qu'une fois la vérité révélée, la jeune femme, face à ses contradictions, n'a d'autre choix que d'aller à l'encontre de sa propre éthique pour faire triompher sa vérité. Paul Sanchez est revenu est aussi un film qui mêle les genres. L'enquête de Marion et la cavale du personnage de Lafitte renvoient indéniablement au film policier. Mais le film se propose quelques embardées vers d'autres genres, comme le western, grâce notamment à la partition musicale de John Cale, pleine d'emphase, mais aussi à l'omniprésence dans le chant du rocher de Roquebrune et sa couleur ocre qui rappelle les paysages de l'Ouest américain. Alors que la bande-annonce promet un thriller nerveux, le film s'autorise au contraire des détours par l'humour avec une flopée de répliques drôles et absurdes qui viennent alléger le ton du récit. Il n'y a que les cons qui pensent qu'il suffit de réquisitionner les chasseurs pour attraper un fugitif, hein Marion? Le GIGN, je le nique! Beaucoup de commentaires ont signalé la proximité du film avec l'œuvre des frères Cohen et son humour noir qui vise la satire cinglante de la condition humaine. Le personnage paumé joué par Laurent Lafitte dans La Rage semble dirigé vers le monde entier, illustre en ce sens le profond mal-être d'un homme lambda pour qui la seule échappatoire est la fuite. En bref, Paul Sanchez est revenu raconte la façon dont la fiction vient dynamiter le quotidien et la banalité d'un territoire, et comment les personnages gravitent autour d'un fait divers et y réagissent à leur manière. Le personnage de Laurent Lafitte s'approprie l'histoire et en devient un temps le conteur. Marion, quant à elle, se laisse enchanter par l'histoire au point de ne plus souhaiter en sortir. Nous nous retrouvons bientôt pour parler d'un nouveau film. Et sur ce, je vous souhaite bon visionnage. Et oui, on rejoint un petit peu tes histoires de fake news parce que là, c'est quelqu'un qui a pris la personnalité de quelqu'un d'autre en fait. Bah oui, c'est ça en fait. Franchement, c'est vraiment la même chose. Et c'est encore plus fou parce qu'il a pris la personnalité, mais aussi l'identité de quelqu'un d'autre qui est recherché. Et on part aussi sur des histoires de fake news dans le sens où les médias... la policière qui était dans le film, elle est tombée dans le piège en étant sûre que c'est cette personne-là. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment... C'est de l'usurpation d'identité, en fait. Mais là, dans la vie réelle, du coup. C'est ça. Comme quoi, moi, je pensais que ça pouvait se passer que sur le net, mais pas du tout. Ouais, non, en fait, c'est quand même grave. Hein. Ouais, c'est vrai. Si vous trouvez ça grave, n'hésitez pas aussi à nous le dire en commentaire, parce que moi, honnêtement, ça me choque un peu. Ouais, moi aussi. Le fait de voir que quelqu'un peut prendre l'identité de quelqu'un d'autre. Mais le pire, c'est qu'il n'a pas pris l'identité de quelqu'un qui est, on va dire, d'une personne bien, ou c'est ça, quoi. Bah oui, bon. Allez, le meilleur pour la fin. J'espère que vous êtes bien installés sur votre canapé, parce qu'on s'est mis au défi de trier les meilleures vidéos... On s'est mis au défi de trier les meilleures vidéos du net, du web ou du net, ouais, c'est pareil. Spécial anniversaire. Et pour cela, je t'ai préparé un petit jeu, mais avant ça, je lance le générique. Générique.
Alors, je t'ai préparé un jeu. J'espère que tu vas aimer parce que j'ai bien pris mon temps à le préparer. Je vais te montrer ça sur mon téléphone. Est-ce que t'es prête? Bah oui. 2 hours later. The next day. Je pense qu'elle est pas prête. Alors, je vais te mettre des vidéos en fait. Je vais pas les mettre dans toutes les vidéos, comme ça on peut prendre plaisir aussi à les regarder. Et je mettrai pause quelquefois avant qu'il se passe la chute de la vidéo. Et tu devras me dire ce qui se passe. Ok, donc en gros, moi je dois deviner ce qui va se passer après, Ouais. c'est ça? Ok. C'est ça. On va voir si t'es forte. Vous allez pouvoir jouer aussi avec nous. Je mettrai pause, une petite pause un peu longue. Allez. On commence avec la première vidéo. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? En général, dans les vidéos comme ça d'anniversaire et que quand elle s'apprête en fait à souffler ses bougies, souvent ce qui se passe c'est qu'il y a quelqu'un en fait qui lui met la tête dans le gâteau. Ouais. Après, ouais, je c'est sais vrai. pas. Est-ce que tu penses que ça peut être sa mère ou Ouais, je sais pas, sa les mère personnes- ou son père. Ou les petites filles derrière, non, à côté. Je sais pas, je pense pas. Voilà, on va regarder. On va un petit peu avancer. Oh non! C'est la personne Oh non, derrière la qui l'a pauvre. soufflé. Allez, on repart avec la prochaine vidéo. Alors là, tout se passe bien. Elle arrive. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Franchement, là, pour le coup, je sais pas trop. Ses cheveux, ils me font un peu peur quand même. Parce que je vois qu'elle a quand même les cheveux assez proches des bougies, donc je me dis peut-être que ses cheveux, ils vont prendre feu. Eh ben, moi, je la connaissais pas, mais je me suis dit la même chose. Je me suis dit, mais les cheveux, ils sont super frais. Et après, je me dis, mais dans les trucs comme ça, tu peux pas... Enfin, tu vois, tu te fais belle pour ton anniversaire, t'as pas envie de t'attacher les cheveux. Bah oui, pour- surtout quand ils sont bien lissés. Et surtout, t'as pas envie que tes cheveux ils prennent feu le jour de ton anniversaire. Ouais, non. Allez, on va regarder. Oh C'est non. exactement ça. Allez, la prochaine. Alors là, je l'ai mis sans pause. Donc tout se passe bien. Petit Nicolas, il va manger... Ah bah non. Je veux dire, il va manger son gâteau, mais pas du tout, en Oh fait. non, le Et là, à ton pauvre. avis, qu'est-ce qui va se passer? Ça va super vite, mais parce que les vidéos, elles s'enchaînent. Alors là, pour le coup, franchement, je sais pas trop. Il a l'air bien aussi, il va souffler son gâteau. Lui, il a pas de cheveux. Enfin, il a pas des cheveux très longs pour qu'il puisse... Ses cheveux vont pas prendre feu, quoi. Bon, on va regarder. T'as une idée ou pas? Non, franchement, non. On va pas lui mettre la tête dans le gâteau? Peut-être. Il y a pas l'air d'avoir grand monde autour, donc je sais pas. En fait, la chute à chaque fois, c'est la tête dans le gâteau. Allez, on va regarder. Oh non! Eh, mais le pire, c'est que le dentier s'est ouvert en deux. Je m'attendais vraiment pas à ça, là, par contre. Et du coup, grâce à cette vidéo, j'ai mis la meilleure vidéo du net. Moi, je la voyais partout sur tous les réseaux. C'est cette vidéo-là, regarde. De la dame. Tu vas souffler la vieille dame. Ah oui, celle-là, je la connais. Oh Le non, pire, la tu sais ce que pauvre. c'est son rire, en fait. Moi, en mettant en arrière, son rire, il me fait trop rire, quoi. Je sais pas celle qui rigole, mais... Celle-là, franchement, ça Alors, lui fait celle-là. vraiment rire. Celle-là, tu la connais. Oui. C'était sûr. Oh non. Mais je crois vraiment le pire, c'est sa réaction de drama queen. Genre, c'est vraiment C'est super ça, drôle. c'est... Ah non, on remet en arrière, c'est que tout a l'air de bien se passer, hein, regarde. Elles sont là. Oh, super, je vais fêter mon anniversaire, je vais souffler dans le gâteau. Et elle s'approche du gâteau. Oh là là, j'aurais tellement eu peur à sa place, c'est horrible. Et pourquoi elle souffle? Pourquoi quand elle essaye d'enlever le feu, elle fait ça? Ouais, je Et sais pas. mais tu sais que ses copines à côté, elles font ça aussi, regardez, attends. Je vais vous remettre encore la vidéo. C'est la meilleure vidéo en fait. Regarde. Elles font ça aussi. C'est vrai qu'elle Allez, la font prochaine même vidéo. chose. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Alors là, franchement, je sais pas. Bah tu sais quoi, je crois que j'avais même pas mis de pause dans celle-là. Mais du coup, en fait, on vous le répète, ne soufflez pas les bougies, c'est pas votre anniversaire. En fait, ça doit être peut-être son petit frère ou quoi. Oh et- non. Oh, mais il démolit vraiment le gâteau là. Il est vraiment énervé pour le coup. Allez. Tout se passe bien, tu vois, hein, quand même là. Ouais. Il danse. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont quand même proches du gâteau, donc je me dis, il y a peut-être moyen qu'ils fassent tomber le gâteau.
Tu penses? Ouais, je pense. Mais qui pourrait le faire tomber? Ils m'ont l'air petits. Non, mais je pense qu'ils peuvent donner un coup dedans, facile. Allez, on va regarder. Oh non, il est carrément tombé. Il a dû se faire super mal. Ouais, par contre. Mais ne vous inquiétez pas, je me suis renseignée, il n'a pas eu mal. Et dans toutes les vidéos, tout s'est bien passé à la fin. La personne qui a perdu ses fossiles, pas de soucis. Elle a juste changé de fossile. Et ça, j'ai mis la dernière vidéo parce qu'en fait, pour moi, c'était la meilleure, la plus belle. J'ai dit ça dans toutes les vidéos que c'était les meilleures vidéos, hein, au cas où. Mais du coup, pour moi, vraiment, elle était bien parce qu'en fait, c'est un chien qui fête son anniversaire. Je savais même pas que les chiens fêtaient leurs anniversaires. Mais il a vraiment pas l'air de vouloir fêter son anniversaire, regarde. Oh non, Elle devait être dégoûtée, ça me Le chien, il est vénère, en fait. Ah oui, non, mais là, vraiment. Ben voilà, c'est fini pour mes vidéos. Ça t'a plu ou pas? Ouais, franchement, c'était cool. C'est un bon jeu. Je te le referai la prochaine fois si tu veux. Ok, ça marche. Voilà, bah écoutez, c'est fini. Maintenant, c'est votre moment à vous. Hein? Alors, n'hésitez pas à partager, à commenter et liker. Et surtout, c'est grâce à vous qu'on continue à publier ici. Alors franchement, tout ce qui est like, commentaires, nous, ça nous donne envie, voilà. Ouais, c'est vrai. On peut mettre une petite musique triste, comme ça, peut-être ça va encore plus toucher les personnes. Si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est pour vous dire que je suis touchée par tout ce que je vois, vos commentaires, vos likes, vos partages. Voilà. Voilà, ben on va vous laisser sur l'agenda de la semaine. Ah non, pardon, je reviens en arrière. On va pas vous laisser sur l'agenda de la semaine, je voulais juste te demander qu'est-ce que tu nous as préparé pour la prochaine fois. Ah oui, du coup, la prochaine fois, on parlera de l'importance de faire très attention à ces mails parce qu'on reçoit beaucoup de mails frauduleux, des faux mails, etc. Donc, je vous expliquerai tout ce qu'il faut savoir pour ne pas se faire avoir. Ah, ça c'est super parce que moi, tous les mails que je reçois, c'est j'ai reçu un colis. Alors ça fait 3 ans que j'ai reçu un colis. Colissimo, il essaye de me livrer un colis apparemment. Tous les jours. Tous les jours, hein. Mais c'est des colis différents en plus, c'est ça le pire. Mais ça fait 3 ans que j'attends mon colis, je l'ai jamais reçu. Ils attendent que je clique sur le lien en fait. Ouais. Allez, bah maintenant on vous laisse vraiment sur l'agenda de la semaine. Très bon week-end à vous. À bientôt. Dans l'agenda de Cotidose, on savoure un dîner en toute amitié qui finit en règlement de compte avec la célèbre pièce d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, Cuisine et dépendance ce vendredi 2 février à 20h30 à la salle polyvalente de Trans-en-Provence. À regarder sans modération. Elle avait 2 amours, son pays et Paris. Découvrez le spectacle musical qui rend hommage à l'éblouissante chanteuse et danseuse Joséphine Baker, vendredi 9 février à 20h30 à l'espace François Mitterrand à l'Orgue. Samedi 10 février à 20h30 au Théâtre de l'Esplanade à Draguignan, le très talentueux Camerounais Big Bassi vous fera vibrer avec son nouvel album Madiba, des sonorités indie pop et afro-soul en perspective. Et pour finir, à vos masques et vos costumes vénitiens pour le super concours du Carnaval Venise, dimanche 18 février à 11h à Flyosque. Que le meilleur gagne!